Bonsoir à tous, bienvenue à notre webinaire ce soir sur le COVID-19 et le myélome multiple, ce que vous devez savoir. Moi, je m'appelle Gabriel Colasurdo. Je suis le gestionnaire de l'éducation et services aux patients pour Myélome Canada. Et ce soir, on a le docteur Michel Pavic, qui est oncologue et professeur au CHU de Sherbrooke, à Sherbrooke, bien sûr. Alors, on est chanceux que Dr. Pavic a pris le temps ce soir pour venir faire une présentation. Avant qu'on commence, je voulais juste parler de quelques petites choses. Alors, nous, à Myélome Canada, comment est-ce qu'on assure la sécurité de notre communauté? Alors, bien évidemment, avec les temps difficiles qu'on a avec ce virus, on a décidé pendant un certain temps qu'on travaillait toutes en distance de la maison. On fait notre part pour freiner la transmission du virus ou la transmission potentielle du virus et protéger des personnes qui sont plus à risque. Alors ça veut dire aussi que nos événements en personne, ils ont été reportés ou ils seront offerts dans un autre format. Alors vous voyez la liste sur l'écran ici, les infosessions et les accueils et rencontres et bien sûr aussi la conférence nationale de Myélome Canada qui aurait eu lieu à Montréal a été annulée et ça va être offert dans un autre format. Alors, si vous avez des questions ou des préoccupations, s'il vous plaît, contactez-nous. On est là pour vous aider. Vous voyez notre courriel ici, contact@myelome.ca ou notre numéro sans frais, juste ici. Alors, avant qu'on commence, tous nos webinaires sont enregistrés et ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube, où on peut aussi les accéder de notre site web. Alors, de YouTube, vous tapez youtube.com et dans la barre de recherche du site, vous écrivez Myélome Canada. Le premier lien que vous voyez, ça va être Myélome Canada. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo, vous recevrez une notification que quelque chose de nouveau a été ajouté. De notre site web, myelome.ca, vous cliquez sur la barre en haut, il y a un onglet qui s'appelle Ressources. Et après, vous cliquez sur Vidéos éducatives et ça vous apporte à notre chaîne YouTube avec toutes les vidéos éducatives. Alors, dernièrement, comment est-ce qu'on pose une question pendant le webinaire? Alors, vous avez tout ce logiciel qui s'appelle GoToWebinar. Et dans le logiciel, il y a un petit onglet qui s'appelle Questions. Si vous cliquez sur le petit triangle ici, on va ouvrir cette boîte. Vous tapez votre question ici et vous cliquez sur le bouton Send ou Envoyer. Je vais répéter ces questions à la fin ce processus à la fin du webinaire. Vous pouvez taper les questions pendant le webinaire et seulement à la fin du webinaire, est-ce qu'on va répondre aux questions. C'est moi qui vais prendre les questions et je vais les poser au Dr. Pavic. Alors, sans plus tarder, merci Dr. Pavic pour se joindre à nous ce soir. Merci beaucoup Gabriel. Donc ça me fait plaisir d'être avec tout le monde ce soir là pour parler un peu d'une situation tout à fait exceptionnelle. C'est la première fois qu'on vit ça pour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais juste préciser que donc je suis hémato-oncologue. Je suis pas infectiologue, donc c'est sûr que je suis pas un spécialiste des virus. Il y a des choses des questions précises peut-être que je pourrais pas répondre, mais je vais essayer de faire de mon mieux sur les connaissances qu'on a pu acquérir en une semaine de temps ou 15 jours. Voilà. Et c'est vrai que dans les hôpitaux, c'est des vraies cellules de crise. On a changé complètement notre mode de fonctionnement pour qu'on évite de recevoir des cas et puis qu'on évite d'avoir la catastrophe qui est en train de se passer en France et en Italie. Donc, on va regarder un petit peu juste si j'ai la main pour changer, Gabriel. J'ai pas encore la main. Voilà, c'est bon. Donc le sujet, c'est peu de dire c'est quoi le Covid-19 et puis le coronavirus.
regarder un peu les symptômes de la maladie, comment ça se transmet, puis est-ce qu'il y a des traitements. On regardera également qu'est-ce que c'est les risques chez les patients atteints de myélome précisément, c'est ça qui nous intéresse ce soir. Est-ce qu'il y a des moyens pour éviter d'être exposé au virus? On regardera également d'autres éléments qu'il faut considérer pour la vie pratique des patients. Qu'est-ce qu'on fait avec les suivis? Qu'est-ce qu'on fait avec les autogreffes de cellules souches? Avec les médicaments qu'on prend actuellement? Et c'est légitime de se poser toutes ces questions-là. Et on a des recommandations qui viennent de sortir et qui sont importantes à connaître pour nous les médecins, mais aussi à descendre dans les associations de patients. On terminera donc par une période de questions. Alors, qu'est-ce que le Covid-19? Covid-19, ça appartient à une famille de virus. Vous savez que les virus, il y a plusieurs familles. Il y a les virus de la famille des herpès, des virus de toutes sortes. Et il y a une grosse famille de virus qui s'appelle les coronavirus. Et coronavirus chez l'homme, ben, c'est le virus du rhume. Tout le monde a fait des rhumes dans sa vie. Et le plus souvent, c'est un coronavirus. Mais ce n'est pas le coronavirus qu'on a aujourd'hui qui donne la Covid-19. Donc, les coronavirus, c'est des virus qui habituellement ne sont pas graves et vous en avez tous déjà fait. Donc, c'est pour ça que le nom a changé au cours des dernières semaines pour dire Covid-19. Donc, il y a de rares cas où le coronavirus, lui, il est très pathogène pour l'homme. En général, ce sont des coronavirus qui viennent d'animaux. Et comme le Covid-19, il peut être transmis de façon plus rare aux humains et causer en général des maladies plus graves. Et on a eu d'autres cas de coronavirus qui ont causé des maladies graves, comme le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, ou encore le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui sont des maladies qui ont causé des cas graves antérieurement. Et là, la COVID-19, c'est une forme particulièrement virulente et très contagieuse de coronavirus. Alors, tout d'abord, c'est quoi les symptômes? Faut d'abord signaler que c'est une maladie récente, donc on commence sur le nombre de cas à avoir beaucoup d'idées de comment ça se présente, mais nous, les médecins au Canada, on n'a pas vu encore beaucoup de cas, donc on est obligé de se fier aux données qui nous sont fournies par la communauté scientifique internationale. Et puis, ce qu'on nous apprend, c'est que la fièvre est un symptôme presque tout le temps présent. Donc, dans 90% des cas, le patient qui a la COVID-19 a de la fièvre. La toux, une toux sèche, est également un symptôme très fréquent, et la fatigue dans 30% des cas. Donc, c'est quelque chose qui est assez, comment dirais-je, non spécifique. Il y a plein de maladies qui se traduisent juste par une toux et de la fièvre et de la fatigue. Donc, au début, ça peut être quelque chose d'assez banal, et chez beaucoup de patients, ça va être une maladie assez banale, la plupart des patients. Suivant. Mais parfois, chez un certain nombre de patients, on va avoir des symptômes plus importants ou qui doivent aussi alerter. L'essoufflement, c'est quelque chose qui n'est pas tout le temps présent, mais qui est un symptôme d'alerte parce que ça peut traduire quelque chose qui va aller en s'aggravant. Peut-être des douleurs musculaires également, comme un peu la grippe ou l'influenza, et la congestion ou l'écoulement nasal, qui est assez rare, l'écoulement nasal par rapport à la grippe. Ce qu'il faut savoir, c'est que par chance, actuellement, l'épidémie de grippe est en train de se terminer. Donc, on devrait plus facilement cerner les malades. Si on a un afflux très abondant de patients, on devrait plus facilement faire la distinction entre, pour dire que c'est probablement un coronavirus, donc de type Covid, plutôt qu'une grippe. D'ailleurs, on arrête de faire les prélèvements de grippe actuellement dans les hôpitaux pour garder tous les réactifs et tous les écouvillons, c'est ce qui sert à faire les prélèvements pour la Covid-19. Alors, une fois qu'on a été en contact avec quelqu'un qui nous a transmis le virus, les symptômes vont apparaître environ 2 à 14 jours après l'exposition au virus. Puis, en général, c'est quelque chose de progressif sur quelques jours. Et il faut savoir que
quelques personnes, ou certaines personnes, on ne sait pas le nombre exactement, mais vont pas faire de symptômes. Ils vont se sentir bien, ils vont éliminer le virus eux-mêmes, mais ils risquent d'être contagieux pendant cette période-là. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'on n'est pas contagieux. Ça peut être parce qu'on est en période d'incubation puis qu'on va développer la maladie, ou bien on ne va jamais développer la maladie, mais on a quand même été porteur du virus et donc un risque de transmettre pendant quelques jours. Ce qui est important à retenir, puis c'est ça que un des messages les plus importants, c'est que les personnes âgées et les personnes qui ont des problèmes de santé sont les personnes qui risquent de faire les symptômes les plus graves. Et je voudrais tout de suite insister sur le fait que les personnes avec cancer ont un risque à peu près 8 fois supérieur à la population normale, enfin générale, sans cancer, de développer ou d'attraper ce virus-là. Et une fois qu'on l'a, lorsqu'on a le cancer, le taux de mortalité, malheureusement, est extrêmement élevé. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument tout faire pour que les patients ne soient pas exposés au virus. Donc, myélome fait partie des maladies cancéreuses et donc il faut absolument pas que les malades avec myélome soient en contact avec ce virus-là. Ça, c'est un message très, très important que vous devez retenir. Suivante. La transmission, c'est important de comprendre comment ça se transmet. Ça se transmet le plus souvent par une personne qui est infectée, par une personne qui est infectée tout le temps, mais une personne infectée qui tousse ou qui éternue. C'est dans les gouttelettes de salive ou de toux que va se propager le virus. Et ça va aller contaminer des surfaces. Ça peut être des surfaces de la personne qui est en face de nous, comme ça peut être les mains, ça peut être la bouche, les lèvres, le nez, etc. Et puis, lorsqu'on va toucher les surfaces ou toucher les mains, le nez, on va aller transmettre ce virus-là et qui va rentrer facilement par la muqueuse nasale, donc par le nez ou la bouche. Donc, juste pour bien faire comprendre, c'est quelqu'un qui tousse, qui crache, il va contaminer ses propres mains, il va contaminer la personne qui est en face et il va contaminer également toutes les surfaces qui sont alentour. Donc un comptoir dans lequel on va aller par exemple s'enregistrer pour voir une secrétaire, un comptoir de pharmacie, si quelqu'un a toussé dessus et était contagieux, va déposer ce microbe-là et ce microbe reste sur la surface pendant assez longtemps et donc cette surface est contaminée. Si vous mettez les mains sur la surface, vous attrapez ce virus sur vos mains. Les mains, ce n'est pas dangereux, mais vous ferez le test, vous regarderez tout à l'heure, mais quand dans la vie de tous les jours, on passe son temps à mettre ses mains sur le nez, sur les yeux, sur la bouche, parce que ce sont des réflexes, parce que c'est comme ça, et c'est là qu'on se contamine. Donc, il faut absolument qu'on passe notre temps à désinfecter les surfaces, qu'on demande aux personnes qui toussent de porter un masque, de ne pas venir à l'hôpital et également il faut passer son temps à se laver les mains pour pas qu'on se contamine avec le virus. Une question qu'on peut se poser, c'est dire j'ai été testé, mon test est négatif, donc je n'ai pas le virus. C'est vrai à 90%, mais on sait qu'il y a certains tests qui ne vont pas devenir positifs, ils ne vont pas s'allumer, puis on peut quand même être contagieux. Donc c'est une rassurance, c'est très important, mais ce n'est pas à 100%. La question qu'on entend sur Internet, là, c'est comment ça se traite. Et puis, on va entendre un peu de tout en disant que certains ont trouvé le traitement miracle. Donc, le traitement actuel, c'est des soins des symptômes. C'est-à-dire qu'on va juste accompagner le patient avec ses symptômes et essayer de faire en sorte qu'il puisse tranquillement, pas vite, éliminer le virus. Mais on n'a pas de médicaments qui puissent détruire le virus aujourd'hui. Rien n'est prouvé, il y a des pistes, il y a des hypothèses, il y a des tests, il y a des essais, beaucoup d'essais en cours, mais il y a des médicaments des noms de médicaments qui circulent même par des chefs à proximité du Canada.
c'est pas des médicaments qui sont scientifiquement prouvés. Peut-être que ça fonctionne un peu, mais c'est extrêmement préliminaire et on peut absolument rien dire sur tous les traitements qui sont en test. Donc pour l'instant aujourd'hui, on n'a pas de traitement et on peut simplement traiter les symptômes. Et ces symptômes, ils varient énormément d'une personne à l'autre. Entre je prends le virus et je n'ai aucun symptôme, je l'élimine tout seul. J'ai un syndrome comme une grippe, où j'ai parfois des symptômes graves et des symptômes graves qui vont conduire en soins intensifs et qui vont faire en sorte que je vais pouvoir décéder de mon problème pulmonaire grave. Donc ça, c'est très important. Et puis, ce qu'on peut dire ici aussi déjà, c'est que ce qu'on ne veut pas, c'est que on ait un afflux de patients qui soient graves en même temps. Parce que vous avez entendu à la télévision, c'est que les services de soins intensifs sont faits pour des soins habituels. On n'a pas un nombre énorme de patients qui peuvent être hospitalisés dans des soins intensifs. On n'a pas énormément de respirateurs, on ne peut pas réanimer en même temps un grand nombre de patients. Donc, ce qu'il faut avec cette maladie-là, c'est qu'il faut qu'on l'étale dans le temps. Il faut qu'il y ait le moins possible de cas graves en même temps. Même si on est capable de prendre en charge des cas graves, s'il y en a 300 qui arrivent du jour au lendemain dans une même ville, eh ben, on n'est pas capable. Et c'est comme ça qu'il y a 700 morts par jour en Italie, parce qu'on n'est pas capable de les traiter. On peut se poser la question de pourquoi on ne fait pas un vaccin? Tout simplement parce qu'on est capable de faire des vaccins contre la grippe, mais le vaccin, ce n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain, ça met à peu près 1 an à 1 an et demi. Donc oui, tout le monde travaille sur le vaccin pour l'année prochaine, mais ça pourra pas arriver du jour au lendemain. Il faut le tester, il faut le fabriquer, donc c'est long. Donc on ne peut pas espérer dans l'immédiat d'avoir un vaccin. Et puis les autres vaccins qui existent contre la grippe, par exemple, ou les autres maladies respiratoires, ils ne couvrent pas contre le coronavirus. Alors, ça ne veut pas dire que lorsqu'on vous prescrit des vaccinations, il ne faut pas les faire, mais ce n'est pas pour la Covid-19 que l'on va être protégé. Voilà donc les généralités. Donc, le myélome, je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est une maladie qui fait partie des cancers. Et puis, comme tous les cancers, on a une baisse des défenses immunitaires. Et les traitements qu'on donne aux patients qui ont le myélome vont encore plus baisser les défenses immunitaires. Or, ce n'est pas un scoop, lorsqu'on a une infection bactérienne, virale ou un champignon, on a besoin d'avoir un bon système immunitaire pour pouvoir se défendre contre l'infection. Alors, quel que soit le stade de son myélome, en début de prise en charge ou en fin de, enfin, une prise en charge déjà bien avancée, on a toujours un système immunitaire qui n'est pas excellent lorsqu'on a un myélome. Encore plus lorsqu'on a été traité depuis plusieurs années, parce que les médicaments ont beaucoup abîmé le système immunitaire. Ils ont aidé à survivre, à guérir de la maladie ou à combattre la maladie, mais le système immunitaire est très mis à mal. Donc, à partir de là, on est plus à risque. Et en plus, l'autre fait, c'est que le myélome est une maladie qui touche le plus souvent des personnes de 70 ans ou plus. Il y a quelques sujets plus jeunes, bien sûr, mais c'est quand même une maladie qui tourne autour de 65-70 ans le plus en moyenne. Et c'est un âge où on commence à avoir déjà sans myélome plus de risques de faire la Covid-19 et plus de risques de faire une complication grave de cette maladie-là. Alors, encore une fois, tous les patients atteints de cancer présentent un risque d'infection plus élevé. Et encore plus si on a des maladies cardiaques, respiratoires, avoir une maladie obstructive chronique ou du diabète, une obésité. Tout ça, ce sont des choses qui ont montré que les patients avaient plus de mal à s'en sortir lorsqu'ils contractaient le virus. Donc, je vous ai fait peur, puis c'est un peu le but de la présentation, c'est normal, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on n'ait aucun de nos malades atteints de myélome qui attrape la Covid-19. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant? Il faut écouter les recommandations qu'on entend à la télé. C'est vrai que des fois, on peut dire les informations, ça vaut ce que ça vaut, mais
croyez-moi, ce qui est dit à la télé, là, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut rester chez soi. Il faut sortir le moins possible à l'extérieur. On va faire une marche autour de la maison, mais on va dans aucune activité sociale. On reçoit pas de famille, on reçoit pas de visite, on va pas dans les activités. Et croyez-moi, mais je vois des patients on téléphone aux patients toute la journée. Aujourd'hui, j'ai un patient qui m'a dit un patient très âgé qui mangeait encore en communauté avec des centaines de personnes aujourd'hui, alors qu'il est très immunodéprimé. Donc ça c'est un facteur de risque majeur pour les patients. Donc on doit rester confiné chez soi lorsqu'on a un cancer et éviter tous les contacts étroits avec des personnes. On doit essayer de se faire livrer tout ce qui est courses par la famille, tout ce qui est les denrées alimentaires, la pharmacie, se faire livrer et ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité. Donc, s'il y a besoin d'aller à l'hôpital, ça doit être de façon vraiment raisonnée. S'il y a besoin d'avoir des prises de sang pour vous, les patients, si possible, faites-les faire à la maison. Il y a des recommandations maintenant du gouvernement pour ça, en tout cas pour tous les 70 ans et plus. Les prises de sang seront faites à la maison. Les médicaments vont être livrés à la maison par la pharmacie. Donc, il faut que vous sachiez ça et que vous demandiez les services. Je vous l'ai dit, si jamais vous sortez, quand on est à la maison, quand on est chez soi, puis qu'on n'a aucun contact, vous pouvez pas l'attraper. S'il y a personne qui vient vous voir, vous pouvez pas attraper la Covid-19, c'est pas possible. Par contre, si jamais vous sortez, il faut vous laver les mains et devenir un peu phobique, là, avoir toujours peur de toutes les surfaces, des gens qui toussent, qui crachent. Et donc, évitez de vous toucher les yeux, le nez, la bouche, c'est par là que ça rentre, le virus, sans que vous êtes d'abord lavé les mains. Faut se laver les mains avec de l'eau et du savon, ou bien du désinfectant antiseptique, le gel hydroalcoolique. Mettez au moins 20 secondes pour vous savonner les mains ou frotter les mains. Et vous n'oubliez pas la surface, le dos des mains, entre les doigts, sous les ongles, tout ça, c'est des zones importantes. Et puis, pensez-y aussi, quand vous rentrez dans un domaine public, regardez toutes les poignées de porte que vous allez toucher, les rampes d'escalier pour monter. Alors, vous avez le droit de les utiliser, pas de problème, mais lavez-vous les mains, ne mettez pas les mains à la bouche après ça. Pour les personnes qui toussent ou qui éternuent, mettez la main dans le creux du bras, le nez dans le creux du bras pour tousser ou pour éternuer. On n'éternue pas, on tousse pas dans ses mains parce que sinon on va contaminer les personnes avec qui on est. Bien sûr, ça c'est valable pour les gens qui contractent le virus, mais nous, on ne veut pas que vous contractiez le virus. Donc, si vous avez des gens qui toussent dans leurs mains ou qui toussent devant vous, éloignez-vous-en et recommandez-leur de faire les bonnes pratiques. Les mouchoirs, ça se jette dans la poubelle avec couvercle. Et puis, on évite de partager les articles, les verres, les ustensiles, tout ça, de personne à personne. Maintenant, point très important, les visites dans les hôpitaux et les cliniques. Peut-être que certains d'entre vous l'ont constaté, mais vous seriez surpris là en 48-72 heures de voir à quel point les cliniques se sont vidées. On a eu des recommandations très vite pour faire des visites par téléphone. Le message est très clair, on ne veut plus vous voir dans les hôpitaux, sauf nécessité vraiment par votre médecin qui dit je veux vous voir pour un motif particulier, mais 80% de nos visites ou 90% de nos visites se font par téléphone tant qu'on n'a pas passé la crise. C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé encore il y a 10 jours, mais c'est la mesure qu'on doit prendre. Les visites inutiles doivent être évitées. Alors, ça, c'est tout ce qui est les suivis, les traitements qui sont oraux. Par contre, évidemment, il y a certains traitements qui sont par voie intraveineuse ou qui sont en voie sous-cutanée et qui peuvent se faire qu'à l'hôpital. Dans ces cas-là, on fait la pré-visite. La visite de la veille se fait par téléphone et on limite à un seul passage à l'hôpital et pas 2 passages la veille et le lendemain. La prise de sang,
on doit s'arranger avec le médecin pour voir si on peut avoir la prise de sang à la maison. Tout doit être fait pour minimiser au maximum votre passage à l'hôpital et au strict minimum vital. Et le vital pour vous aujourd'hui, c'est d'avoir vos traitements. Le traitement intraveineux ou sous-cutané, il se fait à l'hôpital. Le traitement oral, on peut monitorer, c'est-à-dire surveiller ça par un coup de téléphone, une prise de sang. Et si ça ne va pas, on va vous demander de venir. Mais c'est ce qu'on fait actuellement. Quelqu'un qui se présenterait à l'hôpital aussi avec de la fièvre, il va être filtré à l'entrée de l'hôpital, en tout cas à l'entrée du service d'hémato-oncologie. Puis on va voir s'il peut recevoir son traitement ou pas. Et éventuellement, il va être amené on va lui demander de revenir la semaine d'après ou lorsqu'il n'y aura plus de symptômes, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de contamination. On veut vraiment aucun malade dans les aires de traitement, aucun malade dans le circuit de clinique externe. Tous les patients qui reviennent de voyage de moins de 15 jours sont systématiquement refoulés. On n'entre personne qui revient de voyage à l'étranger dans les services. Donc c'est à peu près ça. Actuellement, c'est vraiment draconien comme mesure. C'est un peu des généralités que je vous dis. Il y a évidemment des cas particuliers, puis il faut suivre ce que dit votre onco-hématologue. C'est lui qui prime, bien sûr, mais c'est un peu la philosophie actuelle dans les services d'hémato-oncologie. Ensuite, toute personne qui tousse ou qui éternue, le nez coule, et qui doit absolument avoir un traitement puis qui doit rentrer dans l'air, là, celui-là, il va devoir porter un masque pour pas que les autres personnes soient contaminées. Et encore une fois, il va être trié et bien souvent, on va lui dire de rentrer à la maison, que c'est pas le temps de venir traîner là, d'aller se faire soigner ou de se mettre au repos. Alors, ensuite, beaucoup de questions sur les gants, les masques, etc. Bon, quand vous êtes chez vous, à la maison, porter des gants ou un masque, évidemment, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de contact interhumain, ça ne sert à rien. Si vous portez des gants, ça peut être une fausse rassurance parce que c'est pas tellement porter le gant, c'est pas les mains qui sont dangereuses, c'est le fait de mettre les mains ou le gant sur le nez et la bouche. Donc, vous allez mettre des gants, mais vous allez attraper le virus qui va rester sur votre gant, vous allez le déposer sur le nez ou la bouche. Donc, c'est une fausse réassurance. Les gants sont importants pour les soignants parce que nous, on les jette juste après pour éviter la transmission avec un malade ou entre deux malades. Mais pour les patients, il n'y a pas tellement d'intérêt à mettre les gants, c'est vraiment le lavage des mains. Les masques, on risque d'avoir une pénurie de masques. Vraiment, il y a certains États qui manquent de masques et ce n'est pas une protection qui est utile tout le temps. Si vous toussez pas, il n'y a pas de raison de mettre un masque pour protéger les autres. Si la personne en face de vous ne tousse pas, elle n'a pas de raison de mettre un masque non plus. Ça peut être une fausse réassurance, parce qu'on va dire je mets un masque, mais quand on regarde les vidéos des gens qui mettent le masque, souvent ils vont ajuster le masque, ils vont aller frotter sous le masque, et donc ils vont transmettre avec leurs doigts le virus pareil. Donc, toutes les personnes qui toussent doivent mettre un masque, mais on ne doit pas mettre un masque systématiquement parce qu'on va au magasin, parce que vaut mieux faire les mesures d'éloignement et le lavage des mains et éviter de se mettre en face il ne faut pas se mettre en face de personnes qui toussent. Les masques N95, ça c'est plutôt des masques très sophistiqués qui sont réservés plus aux soignants. C'est vrai que c'est des masques très efficaces, mais il faut que ce soit ajusté au visage. Donc ça c'est quelque chose dont on ne doit pas trop parler parce que je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est pas ce qu'on utilise actuellement. Il faut se laver les mains avant de mettre le masque. Chaque fois qu'on touche le masque, ce que je viens de vous dire, retirer le masque par l'arrière pour pas justement contaminer le masque. Un masque, ça dure pas très longtemps, ça dure 1 heure. Au bout d'1 heure, le masque il devient tout humide et il fait plus sa fonction de masque. Donc, si vous avez un masque et puis vous le gardez à chaque fois que vous sortez et vous remettez le même masque, c'est comme si vous aviez rien. Donc, pas intéressant. Et d'un autre côté, encore une fois,
ne surchargez pas le système ou ne volez pas des masques. Je le dis volontairement parce qu'on voit ça dans les services. Ne volez pas des masques dans les services. On en a besoin pour les soignants et pour les cas particuliers. Donc, on ne fait pas de réserve dans les services de grâce. Les mesures préventives, garder les surfaces propres, les téléphones, les écrans pour ceux qui sont dans les milieux de travail. Ça va concerner surtout les familles qui vont au travail et qui reviennent à la maison. Il faut que les surfaces où ils travaillent, il faut que ce soit propre. Nettoyer les téléphones, nettoyer les écrans. Surveillez vos amis, votre famille, vos amis. Dites à votre famille, c'est peut-être pas le temps qu'ils viennent passer faire un party à la maison. Dites à vos enfants que c'est également qu'ils doivent rester tranquilles à la maison pour vous protéger justement. Et puis, quand vous avez des symptômes, il y a un plan d'action du gouvernement. Il y a des tentes de dépistage dans la plupart des villes et il faut aller se faire dépister. Mais aujourd'hui, seuls les patients qui reviennent d'un voyage à l'étranger ont le droit de se faire dépister. Ça risque de changer s'il y a des contaminations chez des gens qui n'ont pas voyagé. Donc là, si on voit que quelqu'un qui n'a pas voyagé développe la maladie et qu'on trouve plusieurs cas, probablement qu'on va étendre le dépistage. Mais aujourd'hui, c'est réservé aux gens qui ont voyagé. Donc, appelez le numéro de téléphone si jamais vous avez des symptômes. Évitez encore une fois le plus possible les cabinets de médecins, des hôpitaux et des grandes cliniques. Mais par contre, si vous vous sentez vraiment pas bien, et notamment, vous savez, la fièvre chez le patient qui n'a pas de globules blancs, beaucoup d'entre vous sont au courant de ça. Si j'ai de la fièvre supérieure à 38, vérifiez 2 fois, ou supérieure à 38,3 une seule fois, je ne prends pas de Tylenol, je vais à l'urgence pour être sûr que j'ai pas une neutropénie fébrile, c'est-à-dire pas de globules blancs pour me défendre. Ça, c'est toujours valable, évidemment. Hein. Mais d'une manière générale, des petits symptômes de grippe qui ne sont pas graves. Et si vous êtes resté chez vous, vous n'avez pas été en contact avec personne, restez chez vous et c'est tout. Je reviens sur la dernière. Les rendez-vous de suivi. Dans les rendez-vous de suivi, je vous l'ai dit déjà, il faut absolument éviter le plus possible d'aller à l'hôpital. Donc, à chaque fois que c'est possible, vous allez recevoir un appel de la centrale de consultation qui va vous dire le médecin va vous appeler sur tel créneau horaire, ne vous déplacez pas ou restez chez vous pendant cette période-là, vous allez être appelé et là, vous allez avoir des consignes. Ça, c'est valable dans la plupart des centres de cancérologie. J'imagine que c'est généralisé maintenant dans tout le Québec, mais les consultations téléphoniques sont la règle pour la plupart des cas jusqu'à nouvel ordre. Il y aura peut-être besoin d'avoir un visuel, quelqu'un, peut-être une fois, si jamais ça devait se durer des mois, peut-être qu'on vous dira, on se voit aux 2 mois au lieu d'une fois par mois, ou bien on se revoit dans 3 mois, etc. Donc, au cas par cas, mais ce qu'on veut, c'est minimiser le nombre de visites. Des questions sur l'autogreffe de cellules souches. La question n'est pas encore tranchée. Vous êtes un patient, vous allez avoir une greffe de cellules souches qui est programmée. C'est pas sûr actuellement que vous allez l'avoir tout de suite. On ne veut pas immunodéprimer les personnes. Il y a des réflexions qui sont en cours. C'est tout frais, c'est trop tôt pour en parler, mais il est possible qu'on diffère la greffe et qu'on continue un traitement d'entretien, en tout cas un traitement en attendant la greffe pour pas qu'on mette les patients trop en immunosuppression et qu'on développe des problèmes. La collecte de cellules souches probablement va rester, parce que ça, il n'y a pas de baisse des défenses immunitaires. Probablement qu'on va garder les collectes, mais par contre, la chimiothérapie à haute dose, celle qui est faite avant la mise en place avant la greffe, celle-là probablement sera différée. Si vous êtes en traitement d'entretien avec du Revlimid ou du Velcade après la greffe, vous allez probablement le continuer. Peut-être que pour certains patients, si ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils sont sous Revlimid d'entretien, peut-être qu'on va vous dire que c'est le temps de l'arrêter pour justement aider votre système immunitaire. Les vaccinations vont continuer également.
Pour les médicaments qu'on appelle immunomodulateurs, comme le Revlimid ou le pomalidomide, ces médicaments vont être continués, mais comme c'est des traitements oraux, plus souvent, on va vous demander de faire juste un suivi téléphonique et plus des prises de sang, mais éviter de vous déplacer à l'hôpital. Pour les anticorps comme le daratumumab, le Darzalex, ou encore le carfilzomib, ces médicaments-là baissent pas trop les défenses immunitaires, mais nécessitent des passages à l'hôpital. Donc, probablement qu'on va les continuer au même rythme. Peut-être que si la période, le nombre de malades s'intensifiait énormément, peut-être qu'on dirait, on va sauter 1, 2 ou 3 injections en gardant juste des traitements par la bouche. Et puis, je ne vais pas parler du point en dessous, je ne sais pas pourquoi c'est là, l'hypertension artérielle, donc on va passer juste après. En conclusion, alors vous avez compris que c'est quelque chose qui est extrêmement contagieux, beaucoup plus contagieux que ce qu'on voit avec la grippe. C'est assez trompeur, fièvre, toux, fatigue, que parfois on n'a aucun symptôme et que chez les patients qui sont immunodéprimés ou avec cancer ou avec des maladies préexistantes, ça peut être extrêmement grave. Donc, il y a un temps d'attente avant de développer la maladie, jusqu'à entre 2 et 14 jours. Il n'y a pas si au bout de 14 jours, après avoir été en contact avec quelqu'un qui avait la Covid-19, vous n'avez pas de symptômes, c'est que vous ne le ferez pas. L'important pour vous, c'est de rester isolé. On doit se distancier de tout contact social. Vous avez compris, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne se touche pas le nez, la bouche, les yeux, sans d'abord s'être lavé les mains. Avec du savon ou un gel antiseptique. On reste en contact avec son infirmière pivot, avec son hémato-oncologue, et on évite le plus possible d'aller dans les hôpitaux ou les cliniques. Puis, je voyais sur Facebook tantôt un message là où des soignants étaient en photo et disaient si vous voulez nous aider, restez chez vous. Et en fait, c'est ça qu'on demande aux patients. Et il faut vider les hôpitaux à la fois pour pas transmettre les microbes aux patients, c'est là qu'il y a le plus de microbes, et à la fois aussi pour qu'on ait des places pour traiter les patients si jamais il devait en avoir beaucoup, comme en Italie ou en France. Alors, quelques liens utiles ici. Le gouvernement du Québec, l'Agence de santé publique du Canada ou l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que Myélome Canada fait de très bon travail aussi pour vous donner des informations. Il y a le risque de se disperser, d'aller chercher des informations partout et puis finalement de plus savoir ce qu'on dit et ce qu'on doit faire. Donc, je pense que le Myélome Canada peut bien vous aider là-dedans. Et puis, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Dr. Pavik. Beaucoup d'informations, vraiment intéressant. Alors, on a eu quelques questions. Alors, on va commencer avec celui-là. Pour quelqu'un qui est en quarantaine avec leur conjoint ou leur enfant, est-ce que la distinction sociale de 2 mètres, est-ce que c'est encore valide? Et qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, on a seulement une toilette à la maison? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la maison pour réduire les chances? Si j'ai bien compris, c'est quelqu'un, on a un patient, puis dans sa famille Oui, proche, alors 2 enfants, puis et, avec une et conjointe. la famille a été en contact avec un cas de Covid, c'est ça? Non, mais Ça, c'est pas, on ne sait pas. on ne sait pas. Oui. Non, non dans la famille, ce qu'il faut demander, c'est à la famille de faire très attention, de se laver les mains, de prendre toutes les précautions pour ne pas l'attraper, de sortir le moins possible dans la mesure du possible, parce que tous les cas sont différents. Si on a par exemple un couple de personnes âgées, à ce moment-là, on va leur demander de rester confinés tous les deux, parce que tous les deux sont très à risque de développer la maladie. Et ils vont pas sortir, il n'y a pas besoin de prendre de mesures de distanciation à ce moment-là. Si par contre sont un monsieur, une dame qui a un myélome et qui est assez jeune, puis le conjoint travaille, il faut prendre toutes les mesures pour éviter de voir des patients qui sont de retour de voyage,
ne pas et se protéger soi-même, se laver les mains beaucoup, éviter les contacts inutiles, ne pas sortir dans des parties ou aller dans des lieux de réunion, éviter au maximum les réunions pour toutes sortes de raisons. Nous, on fait plus de réunions à l'hôpital, les réunions sont interdites, tout se fait par téléphone et visioconférence, même les réunions de service. Donc c'est ça. Donc après, si la personne est anxieuse parce que son conjoint a beaucoup de contacts dans sa vie professionnelle, c'est un problème, il n'y a pas de solution idéale. Est-ce qu'il faut effectivement faire ces mesures? Je pense qu'il faut se laver beaucoup les mains et éviter de mettre les mains à la bouche et au nez. Il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Alors, en résumé, il faut faire attention même plus à les personnes qui ne sont pas toujours à la maison, qui ont un emploi comme à l'épicerie ou quelque chose comme ça. Il Oui, faut c'est faire sûr. attention. Quand on va à l'épicerie, quand on revient, on se lave les mains plusieurs fois, longtemps, et on évite justement de porter les mains au nez, à la bouche, aux yeux sans s'être lavé les mains. Mm. Et pour les produits qu'on achète à l'épicerie, est-ce qu'on doit les nettoyer ou Euh, y a- quand on manipule ces produits-là, encore une fois, il faut, une fois qu'ils sont ouverts, ben, euh, j'imagine que peut-être des lingettes désinfectantes, mais il n'y a pas de recommandations qui ont été données précisément là-dessus Mhm. pour l'instant. Je OK. pense qu'il faut se laver les mains, c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Ouais. Alors, une autre question. Il y a certaines régions au Québec qui sont des zones chaudes ou des zones où il y a eu des cas. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a des précautions différentes qu'on pourrait faire si on habite dans un de ces zones ou c'est les mêmes règles, on suit les mêmes règles ou non? Alors ça change de jour en jour, hein, bien sûr. Là, on enregistre le webinaire, et puis peut-être que de la semaine prochaine, il y aura des mesures différentes. Mais aujourd'hui, les recommandations du ministre, du Premier ministre, c'est que on n'a pas de confinement. Notamment, il y a eu des fake news pour l'Estrie, pour dire fallait isoler l'Estrie, parce il y a pas mal de cas en Estrie, comme pratiquement le même nombre qu'à Montréal. Euh, mais probablement que les chiffres là diffèrent d'une région à l'autre en fonction des moyens qui sont mis pour faire les tests et le dépistage. Euh, donc c'est ça. Mm. OK. On avait parlé des symptômes du COVID-19. Est-ce que ça peut qu'il y a des symptômes digestifs avec ce virus? Il peut y avoir des cas de diarrhée, mais dans ce que j'ai vu dans d'autres présentations, c'était moins de 5%. C'est vraiment pas habituel. OK. Merci, merci. Là, peut-être on pourrait parler un peu de quelques, peut-être, on va dire, des traitements. Mm. Euh, oh, on voit dans les nouvelles, comme vous disiez, il y a des fake news, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Alors, Mm. il y a un médicament qui s'appelle le chloroquine. Est-ce que Chloroquine. Mm. chloroquine? Oui. Ouais. Oui, chloroquine, il y a eu des essais, je crois que ça a été fait en France, où ils ont des données préliminaires qui montrent qu'il pourrait y avoir un certain bénéfice à utiliser ce médicament-là. Mais c'est des données qui sont très très préliminaires et pour lesquelles on peut absolument pas recommander d'avoir ce médicament-là. Il faut que ce soit testé et encore aujourd'hui, le président américain a dit que c'était une très bonne solution, mais il a été contredit par un des chefs de, des représentants en infectiologie qui a dit non, non, c'est pas vrai, c'est beaucoup trop préliminaire pour pouvoir le proposer. OK, merci. Aussi sur les réseaux sociaux, on a vu que euh,
il y avait quelques reportages que les anti-inflammatoires non stéroïdiennes, ça causait un problème pour quelqu'un qui a été infecté avec le COVID. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que... Ce qui ressort, c'est qu'on ne sait pas. Probablement qu'il n'y a pas de lien. C'est probable que les patients les plus graves prenaient des anti-inflammatoires parce qu'ils avaient plus de symptômes et que c'est pas les anti-inflammatoires qui ont causé la gravité. Euh, donc aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à ça. Mais d'une manière générale, pour les patients qui ont le myélome, on demande d'éviter de prendre des anti-inflammatoires parce que le plus souvent, ils ont déjà des corticoïdes, des décadrons, et ça fait pas bon ménage avec le décadron. Ça peut donner des ulcères à l'estomac, ça peut faire saigner. Donc, si on a des symptômes, il vaut mieux prendre du Tylenol. OK, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a des études cliniques? Alors, on a des études cliniques pour le myélome qui sont en cours, bien sûr. Est-ce que les personnes, ces jours-là, est-ce qu'ils peuvent encore entrer dans une étude clinique ou parce qu'on vit cette pandémie? Euh, C'est une très bonne question. Il y a deux cas de figure. Le premier, c'est les patients qui étaient déjà sous un protocole. Ces patients-là, évidemment, continuent le traitement du protocole et le suivi. On fait le maximum pour ça, même si on a le droit à avoir des déviations au protocole pour des raisons de santé publique. Si, par exemple, on vous demandait de venir deux fois par semaine, peut-être qu'on va vous demander de venir une seule fois par semaine. Il y aura peut-être des examens cliniques qui seront pas faits. Il y aura peut-être certains examens qui seront pas faits, même si c'était requis par la recherche. Tout ça dans le but de minimiser votre présence à l'hôpital. Donc, quand on fait partie de la recherche, on doit toujours penser au bien du patient avant de penser à la recherche. Donc, il y aura peut-être quelques déviations, quelques changements, mais la recherche quand même continue pour les patients qui sont déjà sous protocole. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est je voudrais participer à un protocole de recherche et là, la question est beaucoup moins positive. Tous les hôpitaux ont émis des directives et globalement, ce qui est demandé, c'est de ne pas inclure de nouveaux patients dans les essais parce que ça consomme du temps beaucoup plus en personnel soignant et en termes de ressources hospitalières. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'examens qui sont faits avec la recherche, comme des scanners ou des IRM. Donc, il y a plus de présence à l'hôpital, plus de ressources hospitalières qui sont mises en jeu, alors qu'on essaye de délester le système de santé pour le rendre le plus fluide possible pour une éventuelle arrivée massive de patients. Donc, ça va être beaucoup plus difficile pendant les prochaines semaines de participer à un protocole. Ce que nous, dans notre hôpital, nous avons décidé, c'est que la grande majorité des patients ne rentreront plus, mais si un patient, c'est sa seule option où il y a un vrai bénéfice à participer, à ce moment-là, on va étudier au cas par cas. OK, merci beaucoup. C'est clair. Alors, on a une autre question ici à propos on a beaucoup de questions, mais alors je vais faire une petite sommaire à propos de toutes les traitements que les patients ils ont maintenant à la maison, que c'est les immunomodulateurs ou le daratumumab ou le Velcade. Euh, C'est quoi les conséquences d'arrêter? Est-ce que ça aide d'arrêter les médicaments ou non? Est-ce que c'est une bonne idée ou vraiment est-ce qu'on doit juste rester comme... Je pense que chaque cas est particulier. oui. Ça doit être discuté au cas par cas avec l'hémato-oncologue qui sait s'il peut prendre, par exemple, une pause de traitement. De temps en temps, ça peut se faire en disant, bon, j'arrête 2 mois ou j'arrête peut-être 2 mois plus tôt parce que c'est correct, ça sert à rien d'aller plus loin dans la réponse. Mais d'une façon générale, je dirais probablement que les traitements vont continuer à l'identique. Il y a des démarches qui sont faites pour essayer d'avoir des combinaisons tout orales dans le but par exemple, on a un médicament qui ressemble beaucoup au Velcade, qui est l'Ixazomib, qui est un médicament qui fait le même travail que Velcade, mais il est donné par la bouche.
mais coûte plus cher et le gouvernement, depuis 2 ans, ne veut pas le mettre à disposition parce que c'est trop cher. Donc, on essaie de voir avec le gouvernement, est-ce qu'on pourrait avoir accès temporairement à ce médicament-là pour limiter le passage à l'hôpital. Et ça permettrait de ne plus venir de façon hebdomadaire pour tous les patients qui reçoivent du Velcade. Mais ce n'est pas fait, c'est des demandes qui sont en cours. Nous, les responsables du myélome au Québec, là, on écrit au ministère, on communique avec eux pour ça, mais, mais pour l'instant, c'est pas encore disponible. OK, merci. Alors, pour les personnes qui sont atteintes d'un myélome, c'est quoi l'impact d'un virus comme le COVID-19? Est-ce qu'on a des données des personnes, peut-être pas avec le myélome, mais des personnes avec un cancer qui ont déjà eu le COVID-19? Est-ce qu'on a des informations à propos de ça? Oui, ça commence juste à sortir, hein. On voit dans les séries chinoises et également les cas qui ne sont pas encore publiés, mais en France. Ce que je vous disais tout à l'heure, là, c'est le risque de développer le Covid-19 quand on a un cancer est 8 fois supérieur à la population générale. Donc, c'est un risque vraiment très important. Puis, lorsque on développe le virus, ben, la mortalité va jusqu'à 35 ou 40% malheureusement chez les patients qui ont le cancer. C'est pour ça qu'on vide nos services et qu'on ne veut pas que les gens l'attrapent dans les hôpitaux. OK, Mm. merci. Alors, j'ai juste quelques autres questions. On a encore un peu de temps avant que le webinaire termine. Les relations sexuelles, est-ce que c'est encore une bonne idée? Est-ce qu'on peut donner le virus par cette voie si on n'a pas ils n'ont pas de protection ou des choses comme ça? Ben, si quelqu'un a la Covid-19 qui est avérée, je pense que c'est raisonnable de ne pas avoir de contact de proximité avec son conjoint pour pas lui transmettre de façon. C'est pas c'est pas le rapport sexuel qui va transmettre le virus, probablement pas. Quoique c'est pas encore étudié à ma connaissance. On sait pas encore si les selles contiennent le virus, on sait pas si le sperme, tout ça, ça contient, mais ça n'a pas l'air d'être une transmission par ces voies-là. Donc, si on sait qu'on a la Covid-19, il vaut mieux éviter d'avoir le rapport. Maintenant, si on n'a pas de symptômes et puis qu'on n'a pas été en contact, etc., non, il n'y a pas de limitation pour cette raison-là. OK, merci. Alors, j'ai reçu une autre question. Alors, peut-être on pourrait juste répéter une fois. Je sais que vous avez peut-être déjà eu des questions similaires. Par exemple, on a des enfants ou des grands-mères, des grands-pères ou des personnes qui travaillent dans des centres de petite enfance. Euh, on- il y a un risque à être en contact avec ces personnes-là, même Ouais, s'ils sont des enfants. ouais. Pour les personnes plus âgées qui nous écoutent et puis qui sont des grands-parents, c'est pas le temps de voir vos petits-enfants. C'est pas le temps qu'ils rentrent à la maison. Si vous voulez pas attraper le virus, il faut limiter absolument tous les contacts. Et même dans la famille, on ne peut pas savoir, c'est complètement transparent, c'est invisible. Donc, chacun, dans tous les milieux, je le comprends, on se dit, bah, ça peut pas être lui qui l'a, lui, il peut pas l'avoir, etc. Le collègue de travail peut pas l'avoir, mais oui, il peut l'avoir. On ne sait pas qui transmet pas. Donc, ce qu'il faut, c'est limiter les contacts interhumains pendant toute cette période-là. Et la famille, c'est des humains comme les autres qui sortent et qui peuvent être en contact et ramener ça à la maison. Donc, on limite le plus possible toutes ces activités, même intrafamiliales, sociales certainement, mais intrafamiliales également. OK, merci. Alors, je pense qu'on va aller avec juste deux petites autres questions et on va terminer. Alors, ici, on a une question. Vous avez mentionné dans la présentation que les personnes avec un myélome, ils ont 8 fois plus de risques. Est-ce qu'on peut peut-être élaborer un peu? Est-ce que c'est plus chance d'attraper ou plus chance de complication, 8 fois plus Non, on est 8 fois plus à risque de l'attraper. de l'attraper? Et encore une fois, c'est des estimations, hein. Certains disent 5 fois, d'autres disent 8 fois. C'est à peu près.
C'est plus on est âgé, plus on a de risque de l'attraper et plus on a des maladies, dont le cancer, plus on a de risque de développer la maladie. OK, parfait. On avait mentionné aussi avant que les vaccins, les chances sont que ça va continuer dans la prise de charge avec quelqu'un avec un myélome. Est-ce que c'est plutôt à l'hôpital ou plus au CLSC ou est-ce qu'il y a une région qui est peut-être plus qui est mieux pour aller faire ces vaccins? C'est plutôt au CLSC. CLSC. Ça continue, ça. Nous, on essaie de délester un peu plus sur les CLSC que sur les hôpitaux, parce que les hôpitaux ont à la fois la mission d'hospitaliser les futurs patients, donc le personnel soignant est un peu, comment dirais-je, leurs missions sont un peu transférées vers le Covid-19. Mais c'est plutôt vers le CLSC. Alors, c'est très important de continuer à se faire vacciner, pour ceux qui ne le sont pas, parce que possiblement que si vous rentrez à l'hôpital pour n'importe quelle condition, Covid ou pas Covid, vous pouvez attraper avec le myélome d'autres maladies pulmonaires, le pneumocoque, l'hémophilus, plusieurs bactéries contre lesquelles on a des vaccins. Donc, il faut continuer à se faire vacciner. Ce n'est pas parce qu'il y a la Covid-19 actuellement que le reste s'arrête, hein. Il faut continuer à se Oui, faire protéger. oui, c'est sûr, oui. Alors, merci, Dr. Pavik, pour cette présentation très éducative. On a compris beaucoup. Excuse-moi, on a appris beaucoup. Juste pour rappeler tout le monde qui se sont joints à nous ce soir, le webinaire a été enregistré. On va le postuler sur notre chaîne YouTube dans les prochaines 24 à 48 heures ou le plus tard le lundi. Ça va être sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous avez des problèmes pour trouver l'enregistrement, s'il vous plaît, contactez-nous. On peut vous envoyer le lien. Euh, alors, si vous avez manqué quelque chose, on peut toujours aller revoir la partie de la présentation où on a discuté. Alors, merci beaucoup, Dr. Pavik. Bonne soirée. Et, Oui, et oui, on est chanceux d'avoir des médecins comme vous qui traitent les patients avec le myélome. c'est très gentil. Ouais, Bon courage à tout le monde et protégez-vous bien tout le monde. ouais. Au revoir. Au revoir, merci.